Et salut la compagnie et bienvenue dans cette vidéo inédite. Je suis Alexis Bruce et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, à chaque fin de trek, j'aime bien vous faire un débrief sur à la fois le matériel mais également sur mon ressenti au niveau de la traversée, histoire que vous ayez un maximum d'informations pour partir, vous, à l'aventure. Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière traversée que j'ai faite, dernier trek de ma série Un trek pour un massif. Alors, le trek que j'ai effectué ici, c'est le trek de la traversée du massif de la Chartreuse. En termes de distance pour la traversée, on fait environ 70 à 80 km si on prend des variantes, etc. On a 3500 D+, et environ 3000 de D négatifs. Ça, généralement, ça se fait autour de 3 jours. Personnellement, ce que j'ai voulu faire pour cette traversée, c'est expérimenter quelque chose, c'est de partir en trek pieds nus. Vous savez que j'ai l'habitude de partir sur des randonnées, juste à la journée ou juste sur des bivouacs. Mais là, je me suis dit pourquoi pas effectuer ce trek qui est relativement accessible dans un massif assez accessible, c'est pas de la haute montagne. Donc je suis parti simplement sans chaussures. On va en reparler de cette expérience de la marche pieds nus, de comment s'y préparer. Je pense que je vous ferai une vidéo d'ailleurs spécifique sur marcher pieds nus et comment faire entre guillemets. Parce que c'est un assez long sujet, il y a de quoi dire je pense. Le massif de la Chartreuse, c'est donc un massif calcaire qui comprend de nombreux réseaux karstiques. Donc en termes d'eau, que l'on va un petit peu, c'est un chapitre on va reparler également dans cette vidéo, c'est un peu compliqué. Par contre, c'est un massif qui est très sauvage, avec très peu de villages, en tout cas du moins la partie que l'on va emprunter. On va croiser qu'un village, le Sapé en Chartreuse, qui est un village hyper sympa. Moi, je sais que j'y étais pour me ravitailler en eau, en électricité et en aliments. Je voulais m'acheter un petit peu de Chartreuse, puis des produits un petit peu locaux, puisque dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que le trek aussi, c'est une certaine façon de découvrir la culture et puis un petit peu les spécialités du coin. Donc voilà, bon, manger que du lyophilisé, c'est parfois pas très fun, quoi. Donc je vais vraiment essayer de rien oublier dans cette vidéo, hein, même si je suis une tête en l'air. Bon, ça va, j'ai un petit script en face, mais n'hésitez pas, si j'oublie des choses, si vous avez des questions supplémentaires, à me poser des questions, et bien simplement dans l'espace qui est juste en dessous. Je vous rappelle que je lis l'ensemble de vos commentaires, même si parfois je ne réponds pas. Ils sont tous lus et ça me fait toujours un plaisir de vous lire. Au niveau du massif de la Chartreuse, ce qu'il faut bien savoir en termes de trek, la Chartreuse est un massif qui est de plus en plus fréquenté, puisque c'est un massif qui est accessible entre deux grosses villes, on va dire, Grenoble et Chambéry. Beaucoup de touristes, beaucoup de randonneurs, ceux qui font du trail et tout, se retrouvent dans ce massif-là. Et comme c'est un massif qui est sauvage, qui comporte de nombreuses espèces assez emblématiques et assez sensibles, le tétra, pas mal de rapaces, on a le loup, on a pas mal d'ongulés aussi. Donc c'est vrai que c'est un milieu assez sensible et par la surfréquentation, ça peut causer des problèmes. Ils ont interdit le bivouac en tente ou en tarp pour le mois de juillet et les mois d'août. Et on a le droit toujours de dormir à la Belle Étoile si l'on veut bivouaquer. Il y a différents chalets, différentes cabanes de bergers sur l'ensemble de votre traversée. Le seul problème, c'est que moi j'ai trouvé, alors c'est peut-être parce qu'on est en fin de saison en septembre, que c'était souvent fermé, mais par contre ils sont bien mentionnés comme refuge non gardé sur la carte. Donc ça peut un peu nous induire en erreur. Donc là, faites attention vous si vous voulez faire cette traversée. Alors franchement, cette traversée, elle se fait très bien. Moi, donc encore une fois, je l'ai fait de pieds nus, donc j'ai voulu faire ça sur un terrain qui n'était pas très accidenté. Il y a quelques pierriers, il y a surtout beaucoup de lapia calcaire. Vous savez, c'est en fait des dalles rocheuses qui sont en calcaire sédimentaire, donc avec l'érosion, etc. Ça crée des gros trous, des failles. Et du coup, c'est pas toujours hyper simple d'évoluer sur ce genre de terrain. Vous avez vu, je pense, dans la vidéo que je crisais un petit peu à certains moments. Parce que quand on est un peu crevé, surtout quand on marche pieds nus, il faut tout le temps être vigilant et avoir le cerveau qui travaille pour savoir où on pose ses pieds pour pas se péter une cheville. Bon, j'en ai discuté avec pas mal de personnes, des personnes qui l'ont fait, ce GR. Ils m'ont dit qu'ils avaient été un peu déçus par les paysages, etc. Moi, j'ai trouvé que ça changeait un petit peu de cet aspect haute montagne, de tous les GR qu'on peut faire en Beldon, en vanoise, dans les écrins, etc. Ça a plutôt un aspect assez magnifique, tu vois, ça me fait penser à Jurassic Park, avec des forêts, des falaises un petit peu partout, assez impressionnantes. Et moi, je me suis plu à traverser ce massif. Un massif en plus qui a une belle histoire, avec beaucoup aussi de troupeaux, énormément de troupeaux. J'ai croisé beaucoup de vaches, de moutons. Alors, qu'est-ce qu'il y a, petit mouton? T'es mignon, toi.
J'ai croisé d'ailleurs eh bien, nombreux d'entre vous pendant cette traversée, donc si vous vous reconnaissez, salut à vous et merci pour cet échange, parce que généralement on s'arrêtait quelques temps et on échangeait. Et du coup c'était plutôt cool à chaque fois de vous rencontrer, n'hésitez pas, hein, merci pour vos coucous, n'hésitez pas à vous arrêter, quoi. On va traverser notamment une grosse réserve naturelle, avec beaucoup de recensements qui se font, beaucoup d'études qui vont s'opérer à travers l'ONF, etc. et le parc pour réussir à bien étudier un petit peu la faune, la flore. Soyez respectueux, remportez vos déchets, essayez d'être discret et faites pas trop de bruit quand vous passez. Enfin, en tout cas, un petit peu l'aspect leave no trace que je ne cesse de vous dire. Alors, au niveau des températures que j'ai pu rencontrer sur ce trek, il n'a pas fait réellement très très froid. Je m'attendais à ce qu'il fasse plus froid puisque sur la semaine d'avant, en plaine, il faisait aux alentours de 3 degrés la nuit. Donc je m'étais bien équipé, je vous montrerai ça un petit peu plus tard, que j'ai pas trop été embêté et on a eu au minimum 4-5 degrés, sauf la première nuit où ça a gelé un tout petit peu plus haut, mais j'ai pas eu de souci de condensation ni rien puisque en fait il y a eu du vent un petit peu et quand il y a du vent lors du bivouac, vous aurez remarqué par expérience qu'il y a généralement plus de condensation. Je suis parti pieds nus, sans chaussures. C'est une pratique qui est réellement bénéfique pour votre corps, ça booste votre système immunitaire, ça travaille l'équilibre. Euh, c'est vraiment hyper intéressant pour votre corps, vous vous renseignerez. Mais il faut quand même s'entraîner et préparer vos pieds. Moi, ce que je faisais en fait généralement, c'est de commencer par une petite marche de 10 minutes pieds nus et ensuite vous augmentez 1 heure, 2 heures, une journée entière, un bivouac, etc. Donc je marche régulièrement pieds nus. J'ai pris du plaisir à marcher pieds nus, sauf parfois sur certains passages avec des petits cailloux assez pointus et surtout en fin de journée avec le poids du sac en plus. Sur le dos, ça faut s'en méfier parce que c'est pas la même chose de marcher pieds nus sans sac et de marcher pieds nus avec sac. Forcément, ça nous ajoute du poids et de la contrainte sur notre corps. Déjà, ça a intrigué énormément les gens. Voilà, j'ai eu pas mal de gens qui s'arrêtaient, qui discutaient avec moi en disant que c'était courageux de marcher pieds nus et puis du coup, ça crée l'échange en fait, le contact et ça c'est plutôt cool. J'ai eu moins de douleurs articulaires puisque forcément en fait on pose pas, c'est pas la même marche qu'avec des chaussures. On va poser le pied plus doucement, on regarde plus où on met les pieds. Donc moins de risque de se tordre la cheville, ma cheville elle est moins partie dans d'autres treks. Une autre forme de voyage en fait, une autre forme de faire son trek. On vit ce trek là, on ressent sur la matière sur laquelle on va marcher, la roche, la boue, le matin, l'herbe fraîche par exemple. J'ai aussi remarqué que j'avais beaucoup plus de précision dans ma progression, dans la marche. Je pouvais mettre mes pieds à des endroits voilà, beaucoup plus précis qu'avec des chaussures. C'est surtout pour gravir le granier avec ces différents pas que l'on va rencontrer. Il y en a deux. Il y a le pas des barres qui est assez vertigineux, assez impressionnant quand on passe avec un sac pieds nus, etc. Il y a presque limite du dévers. Et on a aussi un autre pas en descendant que j'ai pris plus vers Chambéry du coup, de l'autre côté du granier, qui est un peu moins impressionnant, mais là il y a beaucoup de pierriers et ça a été assez compliqué pour marcher. La fin du trek est vraiment peu intéressante lorsque l'on fait du coup cette traversée de Grenoble à Chambéry. Dès qu'on va passer le granier, on va avoir plusieurs kilomètres à faire en rejoignant l'agglomération, en longeant des départementales, des routes communales. Et c'est vrai que c'est assez loin avant de rejoindre la gare de Chambéry. Je ne sais pas si c'est mieux de faire Chambéry-Grenoble ou Grenoble-Chambéry, d'avoir le mauvais à la fin ou le mauvais au début. Je ne sais pas vraiment, ça c'est selon votre préférence. Mais moi je sais que j'ai pas trop apprécié et je sais que je suis pas le seul cette fin de trek. Ok, top, on va parler maintenant du matériel. Je suis parti sur cette traversée avec le sac Tasmania Tiger, donc avec du matériel un peu plus lourd, qui est moins adapté au trek, plus adapté au bivouac. Voilà, je savais que c'était 3 jours minimum cette traversée. Après, si je devais en mettre 4 ou 5 selon ma progression, ça me dérangeait pas. Donc j'étais pas parti dans l'optique d'une performance réelle dans la marche. Donc j'ai pris du matériel un peu plus lourd. J'étais quand même assez optimisé puisque malgré qu'un sac qui pèse quasiment 3 kg à vide, j'avais au maximum, grand max avec 4 litres d'eau. Quand j'étais rempli au maximum avec ma nourriture, j'avais 14 kilos à peu près d'emport de matériel. Donc encore une fois, ce sac nickel, robuste, confortable, même à la longueur, c'est ce que je voulais tester. Et rien à dire. Après, peut-être un peu encombrant. Et je sais que comme j'ai pris le train, etc., bon, j'ai tendance à me cogner dans les portes. Voilà, ce côté assez large, un peu encombrant du sac, c'est que j'ai eu un problème au niveau de mes hanches. En fait, au niveau de la ceinture de hanche du sac qui venait reposer sur mes hanches, ça serrait au niveau de ma ceinture en cuir qui tenait mon pantalon et ça m'a bousillé les hanches. J'avais des gros bleus. Bon, en termes d'abri, vous avez vu que j'ai pas pris de tente, j'ai pris un tarp simplement.
Voilà, j'ai voulu changer un petit peu et je me suis dit que c'était pas mal modulable, sachant que j'allais rencontrer pas mal d'arbres, et cetera, vu qu'on n'est pas en on dépasse pas les 2000 mètres en fait sur ce trek, hein. Avec mon tarp, j'avais ici quelques sardines, j'en avais tac tac, j'en ai 6. J'aime bien prendre toutes sortes de sardines. Donc j'ai des sardines un peu plus épaisses comme ça, assez légères, mais j'ai aussi des sardines un peu plus fines comme ça. Du coup voilà, ça permet d'être plus polyvalent. Donc ça c'était top. Et j'ai aussi un petit kit cordage là avec une fêtière, donc une ficelle de 5 mètres, 4 petits brins de ficelle de 1,50 m, 2 mètres, et puis un ou deux nœuds pour faire des prussiques. Vu que j'avais mon tarp, j'ai pris un poncho qui me faisait à la fois footprint encore une fois et puis protection contre la pluie. Si jamais il pleuvait, il s'est avéré que j'ai eu un temps magnifique sur toute cette traversée, donc j'ai même pas eu besoin de ce poncho pour me couvrir de la pluie, donc ça c'était top. En termes de matériel de couchage, donc j'avais avec moi toujours ce matelas, le fidèle Nemo Switchback. C'est limite en confort, hein. Il faut quand même être habitué à dormir dehors quand on veut prendre que un tapis, mais l'avantage c'est que c'est robuste en fait. C'est une matière qu'on n'a pas peur de le crever, on peut l'étaler, se mettre dessus sur des rochers, il n'y a aucun souci. Et je trouve qu'en trek, du coup, ça nous laisse une certaine liberté. Après, pour le sac de couchage, j'ai pris un sac de couchage plus performant que pour mes autres treks estivales. Vu que là, il commençait à faire pas mal froid, j'ai pris un sac toujours en duvet, mais c'est un sac de la marque Sea2 Summit, du confort -11 et -18 en confort limite. Donc un sac assez performant. Et j'ai eu trop chaud finalement durant les 2 nuits que j'ai passées, j'ai eu trop chaud. Donc après je préfère avoir trop chaud et pouvoir ouvrir un petit peu le sac de couchage et ventiler que d'être limite et d'être frigorifié, de passer une mauvaise nuit. Je vous disais que je m'attendais à avoir du plus froid. J'ai donc pris pas mal de vêtements chauds sur cette traversée, toujours stocké bien sûr, hein, ça je vous répète encore une fois, mais c'est indispensable. Protégez vos affaires de rechange dans un sac étanche. Alors au niveau des vêtements, du coup j'ai pris un collant un peu plus performant que celui que j'avais sur les autres traversées. Là c'est un collant en polaire que j'ai trouvé à Decathlon, qui est un peu plus épais et je trouve plus confortable lorsqu'il fait frais. J'ai pris des petits gants tout légers, des petits gants en polaire que je n'avais pas sur les autres treks aussi. Et je les ai mis le soir et le matin, il me semble. Ouais, c'est ça, pour plus de confort. Parce que c'est vrai que bon, à 4-5 degrés, quand on est fatigué en plus, parfois on a tendance à avoir un peu frais. Je suis parti sans chaussures, mais ça m'a pas empêché de prendre une paire de chaussettes en laine pour éviter bien le soir que j'ai trop froid aux pieds. 2 cache-cou, un qui est un peu plus épais, puisque là on rentre en saison hivernale, en saison froide. Donc celui-là pour le coup, il est vraiment intéressant. Un cache-cou type voilà, en laine. Et mon cache-cou fin que je mettais sur ma tête, avec lequel je pouvais faire un peu tout ce que je voulais. Bon, une chemise, hein, rien de plus basique, une chemise un petit peu type canadien. J'aime bien marcher en chemise, puisque ça permet un petit peu d'être encore une fois modulable, de relever le col s'il fait froid, ou pour se protéger du soleil, de relever les manches, ou de tout fermer. Enfin, je trouve ça intéressant, la chemise, quand même, pour l'aventurier. Au niveau de mes 2 couches d'isolation, j'ai préféré avoir donc un bon pull en laine islandaise, voilà, qui lui a rien à dire, il me protège du froid. Par contre, quand il y a du vent, c'est pas très utile. Donc j'avais pris en plus une petite sous-veste là de chez Petromax en laine bouillie, ma petite veste que j'ai l'habitude de mettre. Et ça, du coup, c'est un peu plus serré et ça protège plus du vent lorsque l'on va la mettre en dessous du pull en laine. Je vous avais dit sur le dernier trek que mon pantalon que j'utilisais là, qui était un peu plus serré, mon pantalon de chez Revolution Race, ne me convenait plus parce qu'il était pas très agréable finalement et qui crée des frottements lors de la marche. Je me suis donc redirigé sur un vieux pantalon basique, mon pantalon là en tissu assez léger, qui avec ces petits dessous amovibles, donc pour faire un short. Ça c'est Decathlon qui fait ça avec des grandes poches cargo là. Et c'est un pantalon en fait qui est hyper confortable, un peu plus ample. Et ça a été vraiment beaucoup plus sympa de marcher avec ça. Alors, en termes de nourriture, toujours un petit peu sur le même setup que j'avais lors de mes autres treks. La petite Popote Talks de 550 ml. J'ai rajouté aussi cette petite coupelle là, un peu du genre Foldacop, mais celle-ci elle est vendue à Decathlon. Je l'ai trouvée par terre en fait. Alors le seul petit problème que j'ai eu, c'est que j'ai perdu mon réchaud BRS 3000 et j'ai été obligé de partir avec le Crux Light, qui est un réchaud assez compact aussi, de la marque Optimus, mais qui est nettement plus lourd, ça c'est sûr. Donc voilà, là j'ai dû importer un peu plus de poids. Quand on le prend, on a l'impression d'avoir quelque chose de plus durable que le BRS 3000T. Il coûte pas extrêmement cher, je crois qu'il est autour de 45 €, donc ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. C'est
pour ça que voulais vous en parler, puisque c'est un réchaud que je peux vous conseiller pour le trek, si vous voulez quelque chose d'un peu plus robuste et d'un peu plus fiable que le BRS 3000T. En termes de couteau, j'ai voulu me faire plaisir et emmener un objet que j'aime bien de ma collection, qui est un couteau de la coutellerie scandinave. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un forgeron qui est spécialisé dans la confection de ce genre de couteau scandinave. Donc ça, c'est un couteau de type Puukko. Alors, on avance encore un petit peu et là, on arrive sur ce qui est de l'hydratation. Encore une fois, je vous disais que l'eau sur le massif, c'était un peu compliqué puisqu'on est sur un massif calcaire, donc toute l'eau va s'infiltrer en souterrain. En l'occurrence, moi, j'ai pas eu trop de problèmes. J'arrivais à rencontrer un petit peu d'eau tous les jours, sauf le dernier jour sur le Mont Granier où là, c'est hyper sec. Et j'ai un peu marché à sec du midi, toute l'après-midi jusqu'à 19 h pour arriver à Chambéry. Comment je me suis débrouillé un petit peu, c'est que j'ai pris mes 2 gourdes Nalgene, donc 1,5 litre et 1 litre. Ça me faisait 2,5 litres d'emport qui étaient tout le temps remplis. Et dès que j'arrivais à un point d'eau, en fait, même si elles étaient les deux remplies, je buvais quasiment, je me forçais à boire en fait 500 ml, voire 1 litre. Et je remplissais direct ma gourde pour repartir. Et ça me permettait de toujours être hydraté et toujours avoir en fait mon plein d'eau, parce que je savais pas à quoi m'attendre sur les jours d'après. Donc une poche d'1 litre, une poche d'1,5 litre qui m'ont permis en fait sur des points où je sais que j'ai rencontré de l'eau un peu moins souvent, et bien de les remplir. C'est-à-dire que quand tu les transportes vides, c'est tout léger, ça prend pas de place. Et quand tu les remplis, bah, ça te permet d'avoir, là du coup j'ai 2,5 litres en plus que je peux mettre dans mon sac et que j'ai pu filtrer avec le Sawyer Mini. Comme j'ai expliqué dans cette vidéo, je remplissais ces flasques sur mon chemin, sur mon parcours, et je les filtrais pas forcément directement. Et comme ça, une fois que j'arrivais à mon camp, le soir, où j'avais un peu plus de temps, où j'avais le temps de me poser, de sortir mes affaires de mon sac, là seulement je filtrais, et puis ça me permettait en fait d'avoir un petit peu plus d'efficacité sur mon trek et dans ma progression. Alors un petit point sur mon kit soin, puisque c'est vrai qu'avec mes pieds, vous avez été beaucoup à me demander comment je pouvais gérer les blessures, etc. J'ai pas eu de grosses blessures, je me suis ouvert un petit peu. J'ai eu, surtout en dessous des malléoles, sur les côtés des pieds, en fait, ça tapait contre des rochers dans les pierriers et tout. 2-3 petits gonflements à cause de chocs. Donc ce que j'ai pris, eh bien, c'est de l'arnica pour soigner ça. J'ai pris aussi du désinfectant, bien sûr, pour désinfecter un petit peu mes plaies, et pas mal de pansements. Ce que j'ai pu constater, c'est que ces pansements de ce genre-là, un peu en tissu, les pansements tradis, eux sont très... en fait, ça sert à rien, ça se décolle hyper rapidement. Ce qui a été vraiment bien, c'est les compites, donc qui sont normalement des pansements spécialisés pour les ampoules. Les compites collent très bien, et comme ils sont assez mous et flexibles, ça se détache pas en fait avec le mouvement du pied, de la marche, et ça permet aussi de faire respirer un petit peu plus votre plaie pour qu'elle guérisse, quoi. Et pour finir, eh bien, ma frontale, la Nightcore NU32. Comme d'habitude, une lampe que vous pouvez trouver sur Nyctalope, un site spécialisé dans les lampes. Je vous mettrai le lien en description également. Toujours fiable cette lampe, toujours cool. C'est pas la plus légère bien sûr, hein, mais voilà, je trouve qu'en termes de rapport efficacité, poids, etc., voilà, c'est cool. Voilà les amis, un petit peu pour le matériel que j'ai emmené. Donc je vous l'ai dit, 13,5 kg, 14 kg au maximum chargé. Après j'ai emmené quand même du saucisson, du fromage, etc. quand je m'étais ravitaillé au sapé. Donc ça pèse un peu plus de poids. En plus de mes lyophilisés qui m'ont été envoyés encore une fois par Lyophilisé & Co, que je remercie et que je salue encore pour leur aide et leur soutien, c'est hyper cool. Je vous encourage vraiment à faire cette traversée de la Chartreuse, c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie, je pense. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas que vous pouvez le faire à travers des dons, ou alors simplement en likant la vidéo, en la partageant, en vous abonnant pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui arriveront dans les semaines prochaines. On se retrouve dans l'espace commentaire pour discuter de tout ça. C'est Alexis Bruce et ciao.